Est-ce que vous voulez consciemment choisir d'être dans une relation avec une personne qui ne respecte pas vos limites, qui ne respecte pas vos besoins, qui ne respecte pas qui vous êtes vraiment? En tant qu'adulte, on a le choix de choisir des relations où la réciprocité est présente. Je corrige. Vous devez choisir des relations où la réciprocité est présente au risque de jamais vous sentir en sécurité dans cette relation. La réciprocité, elle est essentielle pour le système nerveux. Essentielle. Si vous vous sentez anxieuse dans vos relations, posez-vous des questions. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ces moments de vie où t'as 1000 choses à faire mais tu peux juste pas te décider à en laisser quelques-unes de côté et au contraire tu continues à dire oui à tout, à aller rendre visite à cette copine qui a absolument besoin de toi parce qu'elle vient de se séparer, à rendre service à cet autre ami, etc., etc. Moi ça m'est arrivé très souvent, très souvent. Et ça tient de notre capacité à écouter déjà et puis ensuite à honorer nos besoins. Alors on dit toujours écoutez vos besoins. On va voir pourquoi c'est pas si facile que ça. Notre capacité à honorer nos besoins, pour moi, elle est en lien avec notre dialogue intérieur, et plus particulièrement notre critique intérieure. Je vous renvoie à l'épisode sur la critique intérieure du podcast pour aller en détail sur ce sujet-là. Mais cette fameuse critique intérieure qu'on a tous et toutes à l'intérieur de nous qui va nous dire « Ah, t'as presque rien fait aujourd'hui » ou « T'as pas terminé ta to-do list, tu peux pas te reposer, il y a encore ça à faire », qui arrête pas de nous critiquer parce qu'on n'en fait pas assez pour qu'on en fasse encore plus. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'une certaine catégorie de personnes qu'on appelle les people pleasers. Alors, je vais continuer à employer le mot anglais dans cet épisode, le people pleasing, on appelle ça, et les personnes, on les appelle les people pleasers, c'est les personnes qui ont absolument besoin de plaire aux autres. To please, c'est plaire. Qui ont absolument besoin de plaire aux autres, et du coup, qui disent oui, tout le temps. C'est des super amis à avoir, en fait. Ils disent oui tout le temps. Donc là, on parle plutôt, quand on parle des people pleasers et du people pleasing, on parle plutôt du conflit entre nos besoins intérieurs et nos relations à l'extérieur, ou les besoins de nos relations à l'extérieur. Pourquoi people pleasing et anxiété vont ensemble? Pour moi, c'est vraiment un duo. Parce que souvent, quand on people please, en fait, déjà, on n'a même plus l'énergie de se réguler. Du coup, on est plus anxieux parce qu'on met juste beaucoup trop de choses sur nos épaules. Ensuite, il y a la peur d'être rejeté, qui génère aussi beaucoup d'anxiété, et plusieurs autres éléments du people pleasing qu'on va voir en détail dans cet épisode. Je vais prendre l'exemple de mes débuts dans l'entrepreneuriat, où c'était super difficile pour moi parce que j'essayais toujours de caler les besoins de tout le monde dans mon emploi du temps. Il y a cette espèce de truc aussi, alors je pense que quand on est entrepreneur, c'est encore plus difficile parce que les gens, ils croient qu'on fait ce qu'on veut, quand on veut, qu'on est complètement flexible, et donc du coup, ça demande deux choses au lieu d'une, ça demande énormément d'autodiscipline, donc s'engager envers soi, et de poser des limites aussi. Mais pour revenir à ce que je ressentais et à ce que j'ai vécu au début, c'était super difficile pour moi. Par exemple, il y avait une amie qui voulait souvent partir en vacances avec moi et moi j'osais pas dire non, mais en fait ça matchait pas du tout avec ce que moi j'avais prévu dans mon calendrier. Je voulais pas du tout prendre mes vacances à ce moment-là, mais c'était en mode non, c'est moi qui suis flexible, elle a déjà posé ses vacances et tout, donc c'est moi qui dois m'adapter. Et tout était comme ça, en fait. Et donc ça a été un long processus pour décider et vraiment mettre ça en pratique que non, en fait, c'est pas parce que je suis plus flexible que c'est les autres qui choisissent mes vacances, en fait. C'est pas parce que je suis plus flexible que c'est moi qui dois accourir à chaque urgence familiale, etc., etc. Donc il a fallu que je prenne la décision d'arrêter d'être une people pleaser. Parce qu'alors moi, j'étais, je pense, l'archétype du people pleaser. Pour commencer, j'aimerais vous emmener un peu dans la grille de lecture de l'IFS, donc de l'Internal Family System, pour moi qui est vraiment très parlante avec cette histoire de people pleasing. Le people pleasing, c'est l'œuvre des managers. Vous vous souvenez, il y a 3 types de parties de nous dans l'IFS. Les managers, les pompiers et les exilés. Donc les managers, c'est les parties de nous, elles font partie des parties protectrices. Avec les pompiers, c'est les parties de nous qui nous protègent. Et c'est des parties de nous qui sont très conscientes
de ce que le monde, de ce que les autres attendent de nous, ou en tout cas de ce qu'on pense que les autres attendent de nous, de comment on doit se comporter, de ce qu'on doit dire, de ce qu'on doit faire pour être aimé. Ces parties-là, elles protègent des parties de nous qui sont blessées, donc les exilés, que je viens d'évoquer. Et ces parties de nous qui sont blessées, elles ont peur de pas être assez, peur d'être rejetées. On a tous et toutes en nous ces parties qui ont peur de pas être assez, qui ont peur d'être rejetées. J'ai peur d'être rejetée. Je suis pas assez bien. Je suis pas digne d'être aimée. Prenez quelques secondes pour checker avec vous-même, avec le plus d'honnêteté possible, s'il y a de ça en vous. Maintenant, la question qui suit tout de suite, c'est quand et où est-ce que ces parties de nous, elles ont absorbé ces croyances, en fait. J'ai peur d'être rejetée, je suis pas assez bien, je suis pas digne d'être aimée. Ces parties de nous, elles ont absorbé ces croyances et surtout pris ces rôles protecteurs suite à des traumas. Quand je parle de trauma, pour moi, ça signifie toujours la définition large du trauma. Donc c'est tous les événements de l'enfance, finalement, où l'enfant, il a dû choisir entre l'amour de ses parents et l'authenticité. Exprimer ce qu'il voulait vraiment, ce qu'il était vraiment. Et l'enfant, il choisira toujours, je vous le donne dans le mille, l'amour de ses parents. Pourquoi ? Parce que sa survie en dépend. Donc, suite à toutes ces situations-là, on absorbe certaines croyances. Et parmi ces croyances, on peut retrouver « j'ai peur d'être rejeté », on les retrouve quasiment tout le temps. « J'ai peur d'être rejeté, je suis pas assez bien, je suis pas digne d'être aimé ». Le trauma, ça peut être bien sûr des épisodes lourds, si par exemple vous avez été abandonné par l'un de vos parents, si vous avez été victimisé à l'école, si vous avez eu des relations violentes ou dans lesquelles vous étiez sans cesse rabaissé, si vous avez eu des parents ou des partenaires narcissiques ou plein d'autres situations qui peuvent laisser des traces, et dans ces traces, il y a une estime de soi qui est vraiment pas au top. Ou même si vos parents, par exemple, à chaque fois vous rameniez une mauvaise note, en rajoutez une couche, en disant « bah oui, t'as pas assez révisé, t'es nul, et t'as vu, t'y arriveras jamais ». J'ai une personne que j'accompagnais en coaching pour qui c'était le cas. Donc je vais prendre son exemple. Elle me partageait qu'à chaque fois qu'une personne ne répondait pas à ses messages, ou même dans le travail à ses emails, dans les temps que elle s'était imaginé, en fait, dans sa timeline, tout de suite elle se sentait rejetée. Et tout de suite après, il y avait une partie d'elle qui rejetait la faute sur elle, en fait. J'aurais pas dû dire ça, j'ai pas su bien faire, j'aurais pas dû agir comme ça, etc., etc. Quelle personne anxieuse ne s'est jamais dit ça ? Soyons honnêtes ici, encore une fois. Petite parenthèse, avant que je revienne à mon sujet du people pleasing et de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parenthèse, notez l'universalité de ce que je raconte ici. Dans le podcast, tout est toujours basé sur mes exemples personnels ou sur des situations que je rencontre en coaching. Et je reçois tous les jours des messages aussi de personnes qui me disent « j'ai écouté tel épisode de podcast et j'avais l'impression que tu parlais de moi ». Oui, parce qu'on a tous et toutes bien sûr nos situations de vie spécifiques, nos relations à nous, etc., mais on partage le même éventail émotionnel. On partage aussi un système nerveux qui certes n'a pas été influencé et dérégulé de la même façon, mais dont le fonctionnement de base est le même. Donc autorisez-vous à ressentir ça en fait, à ressentir cette universalité, ça va même bien au-delà du podcast. Toutes les personnes que vous voyez dans la rue tous les jours, elles partagent, elles ont partagé ou elles vont partager une expérience similaire à la vôtre à un moment donné. Quand on dit qu'on est tous humains, c'est ça en fait que ça veut dire. Donc je reviens à nos parties qui se sentent rejetées et qui s'attribuent la faute. Ce sont des parties de nous qui ont été blessées. C'est nos fameux exilés. Il y en a une qui se sent rejetée, l'autre qui ressent de la culpabilité, de la honte même. Je vais faire une série sur les émotions et le lien entre émotions et anxiété et système nerveux, mais juste ici quelques mots sur la honte parce que c'est une émotion qui est très très intense et presque insupportable en fait. J'en reparlerai dans un épisode dédié, mais déjà pour que vous puissiez avoir quelques pistes de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, et pour continuer à faire du lien, vous me suivez, hein. Si je dis non à quelqu'un, ok, donc si je suis pas dans le people pleasing, si je dis non, une personne me demande un service et je dis non, je vais me sentir coupable et je vais même avoir honte, ok. Voilà pourquoi je parle de la honte. Je continue à faire du lien pour vous. Vous me suivez, suivez-moi. Donc sur la honte, il y a un auteur qui s'appelle Robert Augustus Masters, je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast, qui écrit beaucoup sur les émotions et que je trouve très juste dans ce qu'il dit. Et c'est super intéressant parce qu'il a fait un sondage sur la honte. Et il s'est rendu compte que parmi les personnes interrogées, il y a une majorité de personnes qui avaient plus peur de parler en public que de mourir. Vous imaginez le truc ? De façon générale, on a plus peur de parler en public que de mourir. La peur de parler en public, c'est quoi ? En fait, c'est la peur d'avoir honte en public. Dans son livre Emotional Intimacy, il écrit « Notre aversion à ressentir directement et à rester avec notre honte
est soulignée par l'expression commune de l'expérience comme mortifiante. C'est vrai, on connaît bien cette expression, peut-être qu'elle est un peu vieillotte maintenant, mais j'ai été mortifiée. C'est vraiment ça en fait. Ressentir de la honte, c'est comme mourir. La honte, c'est quoi? C'est la conscience qu'on a en fait de notre comportement, qui est pensée ou qui est exposée en tout cas comme défectueux. C'est vraiment comme une sorte de condamnation sur la place publique en fait, la honte. Même si le seul public, c'est notre critique intérieure. C'est nous. On en revient encore à cette critique intérieure. Mais c'est vraiment très très puissant. Dans l'épisode dédié sur la honte et la culpabilité, je vous parlerai de la honte saine, la honte toxique, etc. La plus fréquente, c'est la honte toxique. Okay, c'est vraiment celle qu'a subi la personne dont je parlais un petit peu plus tôt en coaching, avec des phrases du type t'y arriveras jamais, même t'es un loser, tu peux pas faire mieux que ça, ou même quand quelqu'un dit tu m'as déçu. En fait, c'est ça peut être reçu comme hyper violent. On sait que les autres peuvent faire preuve de méchanceté à notre égard, mais souvent, on est capable nous-mêmes d'encore plus de méchanceté envers nous-mêmes. Notre critique intérieure, elle est tellement active que la honte, ça devient comme un truc par défaut, en fait. Une habitude tellement automatique que ça nous conduit à 4 choses. On va se cacher, on va courir ses arrières, on régresse, ou, roulement de tambour, on people please. C'est le réflexe de l'enfant, en fait. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on intègre le mécanisme. Que fait la petite fille à qui on dit qu'elle n'arrivera jamais à rien quand elle ramène une mauvaise note? Elle a 4 options. Soit elle perd complètement confiance en elle et elle arrive vraiment plus à rien. Dans ce cas, elle régresse. Soit la prochaine fois, elle signera le bulletin à la place de ses parents en imitant la signature. Levez la main ceux qui n'ont jamais fait ça. Dans ce cas, elle se cache. Soit, troisième option, elle copiera les réponses sur sa voisine. Dans ce cas, elle couvre ses arrières. Bon, sauf si la voisine est nulle, on est d'accord, mais vous avez compris. Soit elle révisera encore plus et fera tout pour répondre aux attentes de ses parents et être à la hauteur. Et dans ce cas-là, elle adopte la posture du people pleaser. Les enfants, ils n'ont pas 10 000 options. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on crée une société qui soit beaucoup plus informée sur le trauma. Mais genre beaucoup, beaucoup plus. Imaginez ce que ce serait l'éducation à l'école, à la maison, si on avait conscience de ces mécanismes-là, des conséquences de nos paroles, de nos actes sur les enfants. Imaginez une fois adulte si on pouvait parler de ça ouvertement avec tout le monde. Ça serait tellement moins toxique. Une conversation, ça ressemblerait à « Quand tu m'as dit que t'étais déçu, j'ai compris que j'ai agi comme ça parce que j'avais l'habitude de couvrir mes arrières. C'est souvent comme ça que je réagis. Je m'en suis rendu compte, j'ai ressenti de la honte. Ma critique intérieure, elle était on fire, là. Je suis vraiment désolée et je vais faire en sorte que ça recommence pas. » Affaire classée. Quand est-ce qu'on a ces conversations-là dans notre quotidien ? Jamais. Ou rarement. Donc il faut vraiment, vraiment qu'on ait une société qui soit bien plus informée sur le trauma. Alors, si vous êtes parent et que vous m'écoutez et que vous vous dites « Oh my God, chaque parole a une conséquence sur mon enfant », relax, ok ? Il y a ce qu'on appelle la rupture et la réparation. C'est pas le sujet du podcast, mais je dis quelques mots là-dessus parce que sinon vous allez stresser. Et l'idée, c'est pas d'ajouter de l'anxiété à l'anxiété. Quand il y a, on appelle ça une rupture, ok, dans la connexion en fait et dans la sécurité, s'il y a réparation derrière, c'est pas grave en fait. Juste d'aller dire, ok, j'en sais rien, maman, elle aurait pas dû s'énerver, ou c'est ça que je voulais dire, je voulais pas que tu le prennes comme ça, etc. Voilà, de juste revenir et qu'il y ait cette réparation, c'est ok en fait. Mais parfois, voilà, peut-être qu'on a l'ego du parent ou j'en sais rien et on dit « Oh mais de toute façon il devrait écouter, c'est comme ça, j'ai raison, etc. » Et ça nous empêche d'aller faire cette réparation. Non, pensez rupture, réparation, c'est pas grave. S'il y a rupture, c'est pas grave, il faut que ce soit assez bien, la sécurité, ça n'a pas besoin d'être parfait. S'il y a rupture et qu'il y a réparation, c'est good. Souvent, ce qu'il y a aussi derrière le people pleasing, c'est la peur du conflit. Une peur intense. Je le sais parce que c'était moi pendant des années. D'ailleurs, j'ai beaucoup menti pour pas blesser les autres. Je fais mon coming out du mensonge ici. J'inventais des excuses pour pas aller à telle soirée, je me trompais intentionnellement sur des dates pour que ça matche pas avec des personnes que j'avais pas envie de voir. Des mensonges pieux aussi, hein, comme dire à une amie que, j'en sais rien, oui, cette robe te va super bien, alors que franchement ça lui va pas du tout au teint, ou alors qu'elle ressemble à une patate dans la robe. On l'a toutes fait, ok, qui ne l'a jamais fait, mais c'est motivé par quoi ça ? C'est motivé par la peur du conflit en fait. Je vais prendre un exemple peut-être
un peu extrême, mais j'ai une amie d'enfance qui est en surpoids et qui m'a dit un jour « Toi, je sais que t'es une vraie amie parce que t'es la seule à m'avoir dit que j'étais en surpoids. » Si je prends cet exemple, c'est vrai. Même si c'est pour offrir son soutien, c'est pas facile de dire à quelqu'un « Bah oui, t'es trop grosse en fait. Est-ce que t'as un plan pour aller mieux? Est-ce que je peux te soutenir dans quoi que ce soit ?» C'est tabou en fait, on sait pas comment la personne va le prendre, on marche vraiment sur des œufs. Et pourtant, moi, si je prends l'exemple de cette amie, ça m'avait beaucoup travaillé en fait. Si c'est une personne qui compte, ça peut vraiment être source d'anxiété, tous ces non-dits. Est-ce que je devrais lui dire? Comment est-ce qu'elle va le prendre? Et en même temps, comment est-ce qu'on peut être dans une relation authentique avec quelqu'un quand il y a tous ces non-dits, que je fais des choses, que je dis des choses juste pour plaire à cette personne? Ou parce que j'ai peur de comment elle va le prendre? Je lui rends service 100% du temps à chaque fois, sans écouter mes besoins. Où ça nous mène? Alors même que j'ai pas envie de le faire. En fait, je nous vole la possibilité d'avoir une relation vraie, une relation sincère. Une relation qui est construite sur des bases saines et pas sur un château de sable. Alors oui, qui ne veut pas être aimé ou même être juste apprécié? Levez la main, on est d'accord, tout le monde. Ça fait partie de nos besoins primaires d'ailleurs. Être vu, être entendu, être considéré. Mais quand on est un people pleaser, en fait, on tend un piège aux gens. On ment en permanence. Je sais, c'est violent de dire ça, mais il faut appeler un chat un chat. On montre une version de nous aux autres qui n'est pas vraie. Une version qui est drivée par la peur, en fait, cette fameuse peur du conflit. On leur montre la personne qu'on pense qu'ils veulent voir, à qui on pense qu'ils veulent avoir affaire. Et en vrai, je suis qui, moi, pour décider ce que la personne attend de moi? C'est comme si j'allais prendre une glace, dans ma tête, je me dis « Oh, trop bien, je vais aller prendre une glace au chocolat, j'ai vachement envie de chocolat aujourd'hui. » Et le glacier, il arrive, il voit ma tête, et sans même me demander, il me tend une glace à la fraise parce qu'il a décidé c'est ce que je voulais. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah ça, c'est l'illustration même du people pleasing. Quand on people please, c'est ça qu'on fait dans nos relations. Donc la prochaine fois que vous oserez pas dire non, ou avant, quand vous aurez ce stress-là de dire non, parce que vous savez que vous avez envie de dire non, vous penserez à moi avec l'histoire de la glace, au chocolat et à la fraise. Et maintenant, peut-être que vous vous dites, ok, Camille, tu m'as convaincue, je vais commencer à poser mes limites. Mais comment je fais? Parce que je suis comme ça depuis toujours. Et si la personne, elle m'aime plus, après? Et là, maintenant, je vous renvoie à une question, en bonne coach, et vous savez ce que va être cette question. Est-ce que vous voulez consciemment choisir d'être dans une relation avec une personne qui ne respecte pas vos limites, qui ne respecte pas vos besoins, qui ne respecte pas qui vous êtes vraiment? En tant qu'adulte, on a le choix, en fait, de choisir des relations où la réciprocité est présente. Je corrige. Vous devez choisir des relations où la réciprocité est présente au risque de jamais vous sentir en sécurité dans cette relation. La réciprocité, elle est essentielle pour le système nerveux. Essentielle. Si vous vous sentez anxieuse dans vos relations, posez-vous des questions. La question que vous devez vous poser est la suivante. Ça vaut pour n'importe quelle relation, couple, amis, collègues, famille, tout. Est-ce qu'il y a assez de connexion dans la relation pour que je me sente satisfaite, en sécurité, et est-ce que les tempos de la relation m'apportent ce sens de réciprocité? Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de tempo? L'idée, c'est de regarder les rythmes que vous avez dans la relation avec l'autre. Je vais prendre la relation de couple comme exemple. Je vais vous donner des domaines que vous pouvez aller regarder. Avant ça, un petit avertissement, un petit disclaimer. Je ne suis pas responsable des situations qui suivront cet épisode, ok? Dans vos relations de couple surtout. Je décline toute responsabilité. Alors, prenons 8 grands domaines et je vais vous donner des exemples. Certains exemples sont personnels, d'autres non. Je vous dis pas lesquels sont personnels ou pas, on s'en fiche, c'est des exemples, ok? On commence avec le premier grand domaine, vous pouvez regarder les activités quotidiennes par exemple. Vous vivez ensemble, ok, ça peut être par exemple, on en fait autant l'un que l'autre dans le foyer, mais peut-être que j'ai l'impression de porter la charge mentale, par exemple, du foyer. C'est moi qui dois me rappeler des choses qui doivent être faites, c'est moi qui fais les listes de courses, par exemple. En gros, c'est moi qui pense à tout. Par contre, dans l'action, c'est vraiment à peu près 50-50 et on a une bonne complémentarité dans l'ensemble. Ok, donc ça, c'est les activités quotidiennes. Un deuxième domaine que vous pouvez regarder, c'est la communication.
Ok, par exemple, on a beaucoup de conversations sur, alors celui-là c'est un exemple personnel, je vous le dis, sur ce qu'on veut créer ensemble, par exemple avec mon compagnon. Sur notre vie, on va souvent marcher dans la nature et vraiment on discute de ok, qu'est-ce qu'on veut créer dans notre vie, à quoi va ressembler notre futur, etc. C'est des conversations qui sont très nourrissantes pour nous, pour moi surtout, ça c'est mes conversations préférées. Je sens que j'ai de l'énergie disponible pour cette conversation profonde, même après une journée de travail intense. Lui, un petit peu moins. Ok, une fois que, voilà, s'il est un peu bas en énergie, il va pas forcément avoir l'énergie pour des conversations profondes. Donc moi, j'essaye de respecter ce rythme-là. Ok. Troisième, travail. On travaille tous les deux depuis la maison, par exemple, ou il y en a un qui travaille à la maison et un qui sort pour travailler. Si on travaille tous les deux à la maison, on peut manger ensemble, par exemple. Donc ça, c'est un rythme. On se voit quand même au milieu de la journée. S'il y en a un qui est à l'extérieur, on se voit que le soir. Et du coup, le soir, c'est vraiment un moment qui est important pour nous deux. On prend le temps de se retrouver. Le jeu. Est-ce qu'il y a du jeu dans votre relation? Ok. Par exemple, j'en sais rien. On adore tous les deux danser. Ou on s'amuse bien ensemble, même si on aime bien pratiquer des activités différentes. Ok. Si je prends un exemple personnel, nous on a un panier de basket ici en bas de la maison, souvent, surtout si on est un peu mou et tout, pour se remettre un peu dans une énergie de jeu, qui est une super bonne énergie, on va se faire un petit 10-10, une petite compète de basket, voilà, par exemple. Cinquième domaine que vous pouvez regarder, le mouvement. Est-ce que vous avez le même rythme de vie, par exemple? Est-ce qu'il y en a peut-être un qui lève tôt, un qui est plutôt couche tard, etc. Et ok, peut-être qu'on n'a pas le même rythme, on essaie de se rencontrer au milieu, et ça marche pour pas être frustré et passer quand même pas mal de temps ensemble, parce qu'on a choisi d'être dans une relation ensemble. Ensuite, l'intimité physique. Est-ce qu'elle est initiée des deux côtés ou pas? Satisfaisante ou pas? Ok. L'intimité tout court. Une fois oui, une fois non. Ça demande beaucoup de vulnérabilité, hein, l'intimité. C'est vraiment ces conversations où se exprimer ses émotions à l'autre, parler d'émotions profondes. Peut-être que pour l'un des deux, c'est plus facile ou plus difficile que l'autre. Et enfin, la spiritualité. Est-ce qu'on est par exemple, on peut être similaire dans nos croyances. Nous, ça, c'est le cas, par exemple, avec nos compagnons. On est similaires sur nos croyances en termes de spiritualité. C'est des croyances qui sont non religieuses, par exemple. Est-ce qu'il y en a un qui est religieux, l'autre non, etc. Est-ce qu'il y en a un qui a besoin davantage de cette connexion spirituelle que l'autre? Est-ce que quand même vous vous rencontrez à certains moments dans cette spiritualité, etc., etc. Peut-être je vous invite à prendre des notes sur ces 8 domaines. Et puis après, juste notez, voilà, en 2-3 lignes, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce qu'il y a de la réciprocité à ces endroits-là dans votre relation? Si t'as un attachement anxieux, forcément, quasiment forcément, dans une certaine mesure, t'es dans du people pleasing. Les personnes avec un attachement anxieux, elles ont besoin d'être rassurées et elles vont vraiment avoir tendance à faire des choses juste pour plaire à l'autre. Je vous renvoie à l'épisode 16 du podcast sur les styles d'attachement si vous l'avez pas écouté. Donc maintenant, c'est super tout ça. Comment faire pour se libérer du people pleasing? C'est là qu'arrive la capacité à poser ses limites. Coucou. Toute notre vie, elle est formée, sculptée par ce à quoi on dit oui et ce à quoi on dit non. C'est ça en fait, poser ses limites. Les fameuses boundaries en anglais. Je trouve que le mot est beaucoup plus parlant en anglais. Mais ok, limite ça ira pour cet épisode. On dit non à certaines choses pour pouvoir dire oui à d'autres. On dit non à certaines personnes pour pouvoir dire oui à d'autres. Alors comment est-ce qu'on pose ses limites dans tout ça? C'est facile, on dit oui ou on dit non. Mais souvent quand on dit non, la personne d'en face, elle se met en colère. Et nous, c'est pareil. Si vous êtes un parent, combien de fois vous vous êtes mis en colère parce que votre enfant, il est dans sa période où il dit non à tout? La vérité, c'est qu'il est en train d'acquérir une des compétences les plus importantes de sa vie. Donc nous, après, en tant qu'adultes, comment on fait? On a une boussole à l'intérieur de nous. Certains l'appellent peut-être l'intuition, peut-être que c'est l'intuition, peut-être que non, c'est pas grave, on va l'appeler la boussole. En tout cas, on a cette boussole qui, si on l'écoute, va nous emmener vers le oui ou vers le non. En anglais, on parle aussi de gut feeling. Je trouve ça beaucoup plus parlant, moi, que l'intuition. Ça veut dire littéralement la sensation dans l'intestin. Et c'est souvent à cet endroit-là qu'on ressent si on devrait dire oui ou si on devrait dire non. Je vous pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire oui à quelque chose alors que vous sentiez qu'il fallait dire non, que ça se soit mal passé ensuite et que vous ayez regretté de ne pas avoir écouté ce gut feeling, justement, cette intuition? Tout le monde va se dire « Ah oui, j'en mets ma main au feu ». Cette boussole à l'intérieur de nous, elle veut prendre soin de nous, à condition qu'on la laisse faire. C'est ça le self-care en fait, de prendre soin de nous.
Peut-être que quand on vous parle de self-care, vous imaginez des bougies, un bain, du vernis à ongles. Mais le self-care, pour moi, honnêtement, c'est pas ça. Pour moi, c'est surtout notre dialogue intérieur et notre capacité à poser des limites. Parce que c'est cette capacité qui nous protège du stress. Beaucoup plus qu'un bain avec des bougies, finalement. Si tu dis oui à tout, que t'as 1000 choses à faire, beaucoup trop, que t'y arrives plus, que tu te sens dépassée, hyper anxieuse, c'est pas un bain qui va améliorer les choses. Je suis désolée. Oui, ça va te permettre de prendre 20 minutes pour toi, super, mais tu vas devoir apprendre à poser tes limites à un moment ou à un autre. Sari Gilman, qui est une psychothérapeute pour les familles, qui parle beaucoup de ces fameuses boundaries, elle fait une petite blague, elle dit « J'apprends aux gens à poser leurs limites pour se protéger du stress, mais poser ses limites, c'est stressant. » Ok, sauf que c'est un stress qui est très bref en fait, et qu'après on ressent vraiment ce soulagement. Donc comment est-ce qu'on vient dépasser cette peur de poser ses limites, cette peur de concrètement dire non quand on a envie de dire non en fait? Allez voir à l'intérieur de vous la partie de vous qui a peur du rejet, de l'abandon. Dialoguez avec cette partie de vous qui se sent coupable. Demandez-lui de faire de la place pour pouvoir poser cette limite que vous aimeriez poser. Souvent on dit que la réaction de l'autre ne nous appartient pas. On dit beaucoup ça en développement personnel. Bah, tu vas poser tes limites et puis après, ça t'appartient pas, comment il réagit. Oui, c'est vrai. Mais moi, honnêtement, ça m'a jamais vraiment aidé de penser ça. Et vraiment, je vous dis, ça vient d'une people pleaser professionnelle. Moi, ce qui m'aide davantage, c'est d'imaginer l'autre personne en colère et de voir que moi, je vais bien, en fait. Je suis pas morte. Parce qu'encore une fois, pour rappel, les parties de nous, elles sont rarement capables, surtout les parties protectrices de nous, elles sont rarement capables d'adopter plusieurs perspectives. Elles pensent vraiment de façon très binaire, c'est blanc ou noir, ok? Et elles pensent que si tu poses cette limite que tu as envie de poser, tu vas littéralement mourir de culpabilité ou de honte. C'est ça qui se passe à l'intérieur. Donc c'est vraiment important d'aller exprimer sa gratitude déjà pour cette partie de nous qui fait un travail juste immense. C'est hyper dur, hein, les rôles qu'elles prennent, ces parties de nous. C'est des rôles qui sont très lourds. Donc, remercier et puis demander, ok, est-ce que tu peux me faire de la place? Équilibrer en psyché, c'est hyper puissant aussi là-dessus. C'est ce qu'on fait beaucoup en coaching. Apprendre à poser ses limites avec soi-même aussi. J'ai évoqué plus tôt dans l'épisode cette partie de nous un peu workaholic qui dit t'as pas terminé ta to-do list, faut encore en faire, etc. C'est pareil, cette partie de soi, il faut vraiment apprendre à dialoguer avec elle. Moi, je dialogue parfois avec beaucoup d'humour avec les parties de moi. Je suis en mode maintenant là tu m'énerves en fait. Là j'avais prévu de me reposer, j'arrive pas à me reposer parce que tu me rends nerveuse, ça me saoule. Donc vraiment je dialogue avec les parties de moi. Ok ? Vraiment, vraiment. Créez-vous un réseau de personnes qui sont là pour vous aussi. Un réseau de soutien. C'est super important pour qu'il y ait cette réciprocité. Que ce soit pas toujours dans un sens. Parce que à quoi ça amène aussi ce people pleasing, c'est à la frustration, au ressentiment. C'est toujours moi qui fais les choses pour les autres, il y a personne qui fait jamais rien en retour pour moi. Sûrement vous avez déjà pensé ou ressenti ça. Si vous êtes aussi professionnel que moi aussi. Que je ne l'étais dans le domaine. Donc, créez-vous un réseau de personnes avec qui il y a vraiment cette réciprocité. Et commencez à poser des petites limites. Commencez petit, d'accord ? Il faut vraiment que vous montriez à votre système que vous respectez vos engagements envers vous-même. C'est vraiment, ça fait partie de la guérison, en fait. On arrête de s'abandonner nous-mêmes. On montre à notre système et à toutes ces parties de nous qui sont déjà tellement sur la défensive, ok, parce qu'elles nous protègent à longueur de journée, on leur montre, non, ok, ça y est, maintenant je suis là, Camille est là, je gère, ok, et je vais commencer à poser des petites limites. Mais ne brisez pas vos promesses envers vous-même. C'est super important. Arrêtez de vous trahir. Quelles limites aujourd'hui vous avez envie de poser que vous n'osez pas poser ? Laissez-vous guider par l'énergie du « ça suffit ». Elle est très puissante, cette énergie-là. À quoi est-ce que vous avez envie de dire « ça suffit » maintenant dans vos vies ? Et allez poser une limite à cet endroit-là. Et commencez petit. Peut-être qu'au début, c'est un compromis. C'est ok. Mais posez déjà cette limite-là, même si pour vous, vous la ressentez comme un compromis. Mais déjà, ça vous entraîne, c'est comme un muscle. Vous entraînez à poser vos limites. Ça, c'est déjà un challenge pour votre système nerveux, ok ? Parce que ces parties de nous, elles nous envoient en fight or flight ou même en shutdown. On change d'état, on va dans un état de protection, dans un état de survie. Il y a une grande part d'automatique, de subconscient là-dedans. Donc ça va être un challenge pour votre système nerveux. Et pour rappel, le système nerveux, pour
avoir de plus en plus de résilience, il a besoin de challenge, mais il a aussi besoin de repos. Donc posez votre limite et puis ensuite, accordez-vous du repos. Et pourquoi c'est très important ça, ce challenge et repos? Parce que s'il n'y a jamais de repos, parce qu'on est dans le people pleasing, parce que j'ai 1000 choses à faire et je vais pas en abandonner une parce que j'ai promis à X, Y et Z que j'allais le faire. Si j'ai jamais de repos, je suis drainée. Et en fait, j'ai moins de résilience. Tout ça, c'est des challenges, mais ça finit par comme manger toute la résilience que je pourrais avoir et donc j'ai plus d'anxiété. L'équation, elle est simple. People pleasing égale épuisement, égale moins de résilience, égale plus d'anxiété. Très très simple. Reconnecte-toi à cette boussole intérieure. Crois-moi, elle te veut du bien.